Voilà, bon écoutez, maintenant, nous allons passer à notre un premier invité. Vous savez, j'imagine tous de qui il s'agit? Non? Oui? Voilà, bon écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir un écrivain, essayiste, quelqu'un que vous connaissez quasiment tous, puisque vous êtes là, qui a écrit une trilogie, notamment sur la guérilla, et d'autres œuvres bien sûr, et surtout qui vient de sortir son livre qui vient de sortir il y a 2-3 jours, qui s'appelle Raisonnablement sexiste. Il va vous en expliquer un petit peu le contenu. Et je voudrais que vous lui fassiez un tonnerre d'applaudissements. Il s'agit de qui? Il s'agit de Laurent Oberton. Je vous remercie beaucoup de l'accueillir ici. Accompagné de Madame Laura Magnier, présidente des éditions Magnus. Il arrive, ne vous inquiétez pas, il est présent. Il a fait le voyage de Paris ce matin. Il sera à Paris à nouveau ce soir. On peut l'applaudir, Laurent Oberton. Voilà, Monsieur Oberton, bienvenue sur notre plateau. En présence de notre président national, écoutez, la parole est à vous. On a hâte d'entendre ce que vous allez nous dire. La France vous écoute, la France régionale, la France rurale ici présente. Voilà, donc la parole est à vous. Et merci à Laura Magnier de vous avoir accompagné aussi, qui nous a beaucoup aidé pour Magnus, les éditions. Voilà, merci à vous. Eh bien, merci beaucoup pour cet accueil, merci pour cette invitation. Très heureux d'être ici dans ce magnifique département, cette Gironde profonde, que je connais assez peu, mais ça me paraît très agréable. J'ai lu que ce village en particulier échappait à l'influence de toute grande ville, donc je pense que c'est plutôt un bon début. C'est une bonne chose pour lui, pourvu qu'il le reste. Et donc moi, je me présente en quelques mots, Laurent Oberton. Je me suis fait connaître il y a 10 ans en commettant La France Orange Mécanique, qui était un livre sur l'insécurité, les faits divers, l'ensauvagement de la France. C'était donc en l'an de disgrâce 2013, sous l'ère de François Hollande, à une époque où je pensais qu'un sommet était atteint dans le pire. Et malheureusement, je fus optimiste et le pire n'a cessé de poursuivre depuis, puisque tous les records en matière d'insécurité, ont été battus sous le quinquennat Macron, le premier, et c'est encore pire dans le second. Notamment en matière de violence aux personnes, les indicateurs n'ont jamais atteint de tels chiffres. Les violences sexuelles, c'est la même chose. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que plusieurs centaines de plaintes seront déposées par des femmes pour des agressions sexuelles dans les transports en commun, dont plus de 150 pour la seule région Île-de-France, pour vous donner une petite idée d'à quel point tout va bien. Donc, dire ces vérités à une heure de grande écoute sur un média du service public, eh bien, ça signifie la fin de votre carrière. Voilà, donc je l'ai fait, j'en suis très content puisque j'ai pu me consacrer à cette mission dangereuse qui est l'écriture et qui est le fait de dire des vérités que certains milieux ne peuvent pas entendre. Donc, quand vous perdez votre carrière, votre petit groupe d'intérêt social, eh bien, vous gagnez en liberté. Et vous pouvez continuer à vous attaquer à ces vérités qui fâchent. Donc ensuite, j'ai écrit sur les grands médias, la France Big Brother, ce qui a complètement achevé ma courte carrière audiovisuelle, puisqu'évidemment, quand vous écrivez sur les grands médias vous invitent assez peu pour en parler. Ensuite, j'ai écrit Guérilla, qui était un roman, une trilogie d'anticipation, en partant du principe que, comme je l'ai dit, tout allait très bien et tout allait sûrement aller encore beaucoup mieux dans les années qui viennent. Et c'est une réflexion sur ce qui nous attend. On me dit que c'est de l'anticipation. Moi, je maintiens que non, c'est déjà
une chronique d'un présent ou d'un futur très proche à l'extrême rigueur. Mais ce n'est pas une anticipation comme Jean Raspail, par exemple, qui a écrit Le Camp des Saints, je crois, dans les années 70, ou comme Jean-Marie Le Pen, qui disait déjà ça dans les années 70. Là, on a eu une anticipation, mais moi, je me contente de faire mes petites chroniques, et je suis étonné que certains restent sourds et aveugles à ce qui se passe sous nos yeux. Ça devient de plus en plus difficile, d'ailleurs, cet exercice, puisque tout le monde finit par être rattrapé par ça. J'ai parlé des transports en commun, mais on pourrait parler des médecins, des enseignants, des professions qui jadis étaient à peu près épargnées, des beaux quartiers. Et aujourd'hui, on voit bien que partout, cette ultra-violence nouvelle, qui est consubstantiellement, c'est pas facile à dire, liée à l'immigration de quantité, nous rattrape. Alors ça, c'était la partie la plus risquée de ce livre, c'était de dire cette insécurité n'est pas le fruit du hasard, les Français ne s'en sauvagent pas tout seuls d'un claquement de doigts, parce que, je ne sais pas, les horaires des marées, etc. Non. Il y a eu une immigration de quantité phénoménale qui n'a jamais existé depuis que la France est France, qui a été organisée, avalisée, enfin tout ce qu'on veut par l'administration de ce pays, contre la volonté du peuple français, ce qui est assez important. Il y a eu un déni de souveraineté complet. Les Français ont toujours fait savoir dans toutes les enquêtes d'opinion possibles qu'ils étaient contre cette immigration de quantité, en particulier extra-européenne, de culture éloignée, etc. Et toujours, cette immigration a été reconduite, plus que reconduite. On parle souvent de Lampedusa, de l'immigration illégale, mais le pire en France est toujours légal. Et l'immigration légale a battu tous les records l'année dernière sous Emmanuel Macron, avec plus de 270 000 titres de séjour, plus d'1 million de visas, plus de 150 000 demandes d'asile, etc. Et c'est comme ça tous les ans. L'INSEE a récemment sorti des chiffres de la natalité, de la parentalité, qui montraient que dans ce pays, 30% des nouveau-nés étaient issus d'au moins un parent d'origine extra-européenne. C'est né dans un pays extra-européen. Mais on ne parle pas des individus, les descendants d'immigrés, qui sont encore plus nombreux que les immigrés dans ce pays, et qui eux aussi ont des enfants. Donc quand on additionne ces parts au calcul, on se rend compte que les nouveau-nés autochtones natifs, ce qu'on peut appeler les Gaulois ou comme on veut, sont pas loin d'être minoritaires sur leur propre sol, ce qui est vraiment une révolution, un basculement complet, total, et qui a des conséquences incalculables. J'ai parlé de sécurité, puisque oui, les 2/3 des crimes et délits sont commis aujourd'hui par des individus issus de cette immigration. On peut vous accuser de tous les noms quand vous dites ça, mais il y a des faits, il y a des chiffres, il y a des études qui sont menées là-dessus par des gens sérieux, et ce fait est absolument indéniable. Il y a ces conséquences en termes de niveau scolaire. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ça, mais le niveau scolaire aujourd'hui est assez préoccupant. Quand vous demandez à des enfants, à des collégiens, combien pensent-ils qu'il y a de quarts dans 3 quarts, eh bien la moitié ne sait pas vous répondre, ne comprend pas la question apparemment. Donc on en est là aujourd'hui. Évidemment, on l'a vu avec les études PISA, les études sur le niveau des compétences et des acquis scolaires, que, encore une fois, cette immigration avait un poids considérable dans cette chute du niveau. Pas seulement, évidemment, hein. Il y a aussi un phénomène de déculturation, pour rester poli, à grande échelle, avec la production culturelle de ce pays, avec le divertissement qu'on connaît tous, qui n'est pas spécialement qualitatif, toujours pour rester poli. Et nous avons... Ce qui me frappe le plus avec cette immigration, c'est ce qu'on peut appeler, ce que certains chercheurs ont appelé l'effondrement du capital social. Le capital social, c'est le lien de confiance qui unit les individus d'une communauté, d'une société. Et on s'est aperçu que quand une société était hétérogène, avec un apport de diversité, comme on dit maintenant, eh bien, ce capital social s'effondrait. Ça veut dire que les individus perdaient confiance d'une communauté à l'autre, mais au sein même de leur communauté, ils perdaient confiance en leur police, en leurs institutions, en leurs voisins, etc. Ils se repliaient sur eux-mêmes, et c'était le début du grand chacun pour soi. Le communautarisme à l'américaine, où chacun se barricade entre semblables. Et le problème, c'est que ça n'est plus une société.
Et ça a des conséquences évidemment visibles. C'est que plus personne ne voit un intérêt commun, plus personne ne se dit la France est une entité que j'aime et qu'il faut sauver, puisque c'est plus tout à fait ce à quoi elle correspondait il y a quelques années. Donc finalement, je vais me battre pour ma famille, pour mon clan, pour moi, pour mon village, pour je sais pas quoi, pour ma corporation et tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce pays met de plus en plus d'étrangers. Donc à partir de là, ce tissu patriote qui fondait aussi la structure française, la structure de ce que nous sommes, eh bien, s'il s'étiole, ça devient très difficile d'avoir cette forme de résistance globale contre ces décisionnaires qui prennent des décisions à notre place pour notre bien, ça va sans dire, du moins le prétendent-ils. Et les conséquences, on les a sous les yeux, on les a eues sous les yeux cet été. Les chapitres de guérilla se sont écrits sans moi. J'y étais pour rien, j'ai rien fait, mais vous avez eu l'affaire Naël, vous avez eu des émeutes, et on voit dans ces embrasements que ça va toujours un peu plus loin, que toujours les policiers sont mis en accusation perpétuelle. C'est forcément un peu leur faute à un moment. En tout cas, si c'est pas eux, c'est la société, c'est le chômage, c'est la pauvreté. On les a mis dans des ghettos, c'est pour ça ils se rebellent. Enfin, il faut les comprendre, etc. En tout cas, les excuser. Et encore une fois, on a cette pression médiatique très forte qui n'est pas du tout représentative de l'opinion, mais qui fait la loi, puisque ce différentiel entre le pouvoir de communication, par exemple, de TF1, il faut savoir que, peut-être pas vous, mais Monsieur Moyen, c'est mon personnage préféré dans mes livres. Monsieur Moyen, c'est l'archétype du Français, celui qui est le bon contribuable, qui paye ses impôts, qui se fait parfaitement racketter, qui s'excuse, qui fait bien tout ce qu'on lui dit, et qui, lui, a très peur des injonctions de l'État, qui a très peur de la police, et voilà. Et il regarde sa vie défiler dans les JT de TF1. Et même il scrolle pour aller encore un peu plus vite, vous savez. Et donc, lui, il va regarder TF1, il va regarder M6, il va regarder France 2, il va écouter Radio France toute la journée. Ces grands médias parlent à des millions de Français tous les jours, des dizaines d'heures. Et par rapport à ça, à cette puissance de feu, on est évidemment très peu de choses. Ce qui fait qu'une idéologie qui est minoritaire dans le pays, à partir du moment où elle tient Big Brother, c'est-à-dire l'administration, la justice, l'université, les grands médias, eh bien, elle a ce pouvoir extraordinaire sur les consciences, sur la société. Puisque Monsieur Moyen, il se rebelle, il râle, il n'est pas content, mais au grand maximum, il vote Gérald Darmanin. C'est-à-dire que sa colère reste discrète. Et au bout du compte, finalement, quand on lui aura bien fait la leçon, il reviendra à Édouard Philippe en se disant « Allez, c'est déjà... mais je suis en colère quand même. Mais Édouard Philippe, c'est bien. » Et donc, à partir de là, on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi ce citoyen, qui signifie très clairement son rejet de l'immigration, du laxisme judiciaire... Le laxisme judiciaire, c'est vraiment important de comprendre ça. Hein. Vous allez... Les audiences sont publiques en France, donc prenez un code pénal et allez au tribunal, allez assister à la justice rendue au nom du peuple français, c'est-à-dire de vous-même, et vous verrez comment vos impôts sont bien employés, puisque le code pénal ne sert plus aux juges, aux magistrats, à rappeler aux prévenus ce qu'ils risquaient normalement dans un pays normal. C'est-à-dire, on prend le code pénal et le juge dit « Ah, alors là, vous avez fait ça, vous savez que normalement, c'est 15 ans. » Bon, réquisition 8, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de circonstances, mais c'est comme ça. Et condamnation, ce sera 6. Et exécution, ça c'est encore autre chose, parce que vous êtes condamné, certes, sur le papier, mais peut-être que vous allez effectuer une partie de votre peine avec un bracelet électronique ou assigné à résidence, et ce sera quand même considéré comme une peine de prison ferme. Et vous avez un juge d'application des peines qui peut aussi décider que cette peine est un petit peu salée et que de toute façon, elle sera rabotée parce qu'il y a des remises de peine automatiques, etc., etc. Ce qui fait que la justice, aujourd'hui, n'applique plus la loi, sauf, encore une fois, contre celui qui omettra de payer ses impôts. Là, je peux vous dire que celui-là ne s'en sortira pas facilement.
Donc la justice va être forte, très forte avec le citoyen normal, celui qui est réceptif, et très lâche et très faible avec le délinquant et la crapule endurcie. Ça, vous connaissez sûrement ça par cœur, mais c'est important de le rappeler. Donc tout ça mis bout à bout ne nous rend pas spécialement optimistes pour l'avenir. C'est ce que j'essaie de conjurer dans mes livres en expliquant que si M. Moyen se contente de râler dans son coin et de mal voter un tout petit peu, ça ne suffira pas. Il faut qu'une pression considérable s'exerce sur ces chaînons du pouvoir, sur ces groupes de pression qui sont pour l'instant très tranquilles. Eux, tout va bien. Leur survie ne serait menacée que par un virage politique fort, avec des actions réelles et concrètes. Et pour l'instant, tout ça n'a pas lieu. Donc, pour les bénéficiaires de ce système, tout va bien, il n'y a pas lieu de changer. Et le problème, c'est qu'il y a un facteur temps. J'ai parlé de la démographie, j'ai parlé de cet ensauvagement galopant. On n'a pas vraiment le temps d'attendre que M. Moyen se décide enfin à se réconcilier avec la notion de courage et de fierté et de responsabilité. Donc, il faudrait peut-être presser le mouvement, lui expliquer que la lâcheté paye peut-être à très court terme, mais elle se paiera très cher à plus long terme. Parce que plus la situation s'enlise comme ça, sans réaction, plus les réactions, les mesures qui s'en suivront, les répercussions seront dramatiques. On est vraiment tout près. Moi, je n'utilise pas le terme de guerre civile, je parle de guérilla, parce que justement, il n'y a déjà plus vraiment de camps constitués dans ce pays. Vous avez évidemment les forces de l'ordre, vous avez évidemment des gangs de trafiquants, des gangs tribaux, communautaires, mais on est déjà dans le chacun pour soi. Le citoyen français, encore une fois, pensera d'abord à sauver ses biens, et c'est d'ailleurs son attitude aujourd'hui. Pourquoi le citoyen français subit la situation sans mot dire? Parce qu'il a peur du chantage médiatique à l'extrême droite, la fameuse accusation. Vous savez, qui est dans n'importe quel débat. Vous parlez des hommes et des femmes, vous êtes sexiste, sinon transphobe. Vous parlez de l'immigration, comme je l'ai fait, vous êtes raciste, vous êtes fasciste, les heures sombres, etc. Et on n'aime pas ça parce qu'on a, nous aussi, une existence sociale, on a un groupe d'amis, on a notre travail, on a notre réputation. Et ces accusations, on sait très bien qu'elles sont... La tendance est à l'invisibilisation de ces victimes, qui contreviennent au dogme dominant. Mais désolé, si on n'en parle pas, si on se tait, c'est pas du tout de la décence, c'est un consentement à l'horrible, et il est temps de ne plus consentir. Donc c'est très important de dire ce qui se passe, c'est la simple et raisonnable vérité, et il faut continuer à la diffuser et contre vents et marées. Au pire des cas, vous allez perdre des amis, mais ce seront pas les meilleurs, donc c'est pas très grave. Moi, je vous le conseille, ça fait un fameux tri dans mes relations, et on s'en porte beaucoup mieux. Et en réalité, on a beaucoup plus à perdre si on continue à rester dans une position attentiste. Et on se rend souvent compte, quand on ne transige pas avec certaines réalités, que ça a son petit effet sur pas mal de nos compatriotes qui, comme beaucoup de gens, n'ont pas vraiment d'opinion ou d'avis. Eux, ils font simplement un peu comme tout le monde, ils se disent pas de vague. Moi, dans mon boulot, ils pensent comme ça, alors je pense un petit peu comme ça aussi. Et on se rend compte que quand on a des positions, encore une fois, raisonnables, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai intitulé mon dernier livre « Raisonnablement sexiste », parce que une pensée très simple comme il existe des hommes et des femmes, vous êtes déjà dans le blasphème. Donc ça devient compliqué, en fait, à un moment. Donc désolé, moi je continue à dire que l'eau mouille et que le feu brûle, etc. Et c'est peut-être criminel, mais c'est comme ça. Et simplement en affirmant ces choses avec tranquillité, avec force, eh bien, vous allez, pour M. Moyen, être, pourquoi pas, vecteur d'exemple et force d'entraînement. Et M. Moyen a besoin de ça, il a besoin de ces exemples qui sont évidemment chassés des plateaux de télévision et d'ailleurs, et qui sont stigmatisés et criminalisés. Mais
ça permet de contribuer à ces virages idéologiques. Je parle toujours des bancs de sardines. Vous savez, le banc de sardines, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, le banc entier va changer de direction et toutes les sardines attendent dans le truc. Dès que ça bouge, allez, on y va, on peut y aller. Évidemment, ceux qui sont les premiers à changer de direction risquent de se faire bouffer par un poisson prédateur, mais il y a comme ça des mouvements et ça peut aller très rapidement. Et vous allez voir que même dans les milieux très bien pensants, dans les couloirs de Radio France, etc., il y a plein de types qui vont dire « Mais oui, mais moi j'ai toujours pensé comme ça, bien sûr ». Et on veut être du bon côté de la force, du bon côté de l'histoire, du côté des gagnants. C'est pour ça d'ailleurs que M. Moyen vote si mal aussi. Je pense aussi qu'il se dit Macron va gagner, donc je vais voter pour lui, comme ça je vais gagner. Et il défend des intérêts sans voir que réellement ce pays est en danger à tous les niveaux, en danger mortel. Et une conflagration civile, enfin, l'effondrement de cette société, le retour à un état de barbarie. Évidemment, nous ne sommes pas du tout prêts, enfin très peu d'entre nous sommes prêts à vivre ça. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que la prise de conscience intervienne maintenant et que une virilité morale intervienne et nous empêche de basculer dans ce chaos qui vient. Donc voilà un petit peu pour vous résumer mes récents travaux. Je ne peux pas dire que je suis optimiste ou pessimiste, je vous l'ai dit, les choses m'échappent, je ne peux pas du tout vous dire demain ça va être comme ça ou c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense qu'il faut travailler sur l'échelon individuel. Justement, gros défaut du français aussi est de se dire l'État, il faut lui donner plus de force pour qu'il ait plus d'autorité, plus de pouvoir et comme ça il va sauver la situation. Mais l'État, c'est Macron, Jacques Attali et leurs amis. Alors vous pouvez leur donner encore beaucoup plus de force, ils en ont déjà beaucoup, mais je ne pense pas qu'ils en ont besoin pour l'instant. Et si on veut envisager un changement de cet appareil d'État, des gens qui le composent, il faut combattre avec un système dit démocratique qui est un système de conditionnement des foules d'une puissance qui n'a encore une fois aucun précédent historique. On s'amuse quand on parle de ça, de la force des écrans, de TF1, de toute la production culturelle française. Regardez les films français, regardez les séries de Netflix, à quel point il y a un martèlement idéologique permanent contre ce que nous représentons sans doute, à savoir une France ancestrale, une France qui est encore consciente d'avoir un héritage et d'avoir quelque chose à transmettre, et qui envisage de se perpétuer culturellement et pour laquelle l'art de vivre a une importance, n'est pas un vain mot, et qui tire sa fierté de son mode de vie. Et bien, aujourd'hui, tout ça est extrêmement menacé par cette propagande culturelle que nous subissons. Et donc, on est peu de choses, mais c'est pour ça que le levier individuel, à mon avis, est vraiment quelque chose à prendre en considération, plutôt que de se dire un général miraculeux, un messie sorti des urnes, une sorte de quelqu'un qui va émerger de la crise. On peut croire en ça, mais il n'émergera jamais quelque chose de bon d'une telle crise s'il n'y a pas un mouvement dans la population, un mouvement fort, un mouvement de personnes déterminées, de qualité, qui vont initier ce mouvement et préparer les élites de demain. Et ça, on a ce pouvoir sur nos vies, bien plus qu'en imaginant un bulletin dans l'urne ou je ne sais pas quoi. On peut directement, nous, à notre niveau, changer déjà énormément de choses dans notre façon de vivre, de parler, de constituer des réseaux, des clans, dans notre exemple, dans notre comportement au quotidien, dans le simple fait de réaffirmer le sens des responsabilités, des conséquences de nos actes, etc. Ça, c'est des choses vraiment qui me tiennent beaucoup à cœur. Eh bien, on peut devenir cet exemple et contribuer à la lutte bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Moi, chaque matin, je me réveille en me disant « j'en ai pas fait assez, je connais la gravité de la situation et j'en fais pas assez, et qu'est-ce que je peux faire de mieux, et qu'est-ce que je peux faire de plus ?»
etc., etc. Et c'est vraiment une hantise quotidienne devant la gravité de la situation. Et quand le lecteur me dit « mais alors, que faire ? Qu'est-ce que selon vous on peut faire ?» il pose déjà la mauvaise question. C'est à lui qu'il doit la poser. C'est à lui de trouver des ressources, des choses à faire, plutôt qu'attendre que quelqu'un comme moi ou un autre apporte des solutions sur un plateau. Donc voilà en gros, si je pouvais à peu près résumer le sens de mes écrits de ces derniers temps. Je pense maintenant vous laisser la parole pour répondre à vos questions sur à peu près tous les sujets qu'on a traités, ou d'autres. Moi j'ai peur de rien. Je suis spécialiste de rien, je ne suis pas spécialiste des punaises de lit, je ne suis pas spécialiste de toutes ces choses. Tiens, en passant, on peut peut-être dire un mot là-dessus quand même, parce que ce procès incroyable qui a été intenté à notre ami Pascal Praud, je ne sais pas si vous avez vu ça, donc Pascal Praud a lié la question, là, il y a des punaises de lit, et il se demande si, par hasard, il n'y aurait pas un petit lien quand même avec l'immigration, les mouvements de population. Et évidemment, blasphème, c'est un scandale, il pense qu'il y a des défauts d'hygiène, il y a l'immigration. Alors, j'ai écrit un livre sur l'immigration, La France interdite, donc j'ai pas mal travaillé la question. Si vous allez voir n'importe qui, même le plus forcené des militants humanistes à cheveux violets qui travaillent dans un camp de réfugiés, il vous dira « Ah oui, des problèmes d'hygiène un petit peu ». C'est-à-dire qu'il y a la gale, il y a la tuberculose, il y a tout un tas de maladies rares qu'on croyait disparues, et énormément de problèmes sanitaires, évidemment, ou d'hygiène. Donc encore une fois, on voit bien la différence incroyable entre la réalité, le terrain, le constat, et ce qui est dissible dans l'univers médiatique. Et encore, on parle de CNews, CNews qui est quand même censée être la chaîne alors elle n'est pas à la droite d'Alain Juppé, mais pas loin, et où il semble qu'il est possible de dire 2 ou 3 vérités de temps en temps. Et bien même là, une simple question journalistique sur un truc absolument évident est déjà un immense problème qui crée un scandale, des communiqués de France 1, de Radio France, etc. Et le message que va retenir M. Moyen, qui est, comme je l'ai dit, il n'est pas sur CNews, M. Moyen, il est sur BFM, il est sur TF1, il est sur M6, il est sur France Inter, France Info, France Culture, eh bien, c'est que Pascal Praud est vraiment une personne abominable qui pense que les migrants sont des punaises de lit, et inversement, et qu'il est urgent de mettre au point des insecticides. Voilà. Donc, on a tellement de chemin à faire sur ce plan, sur ce déséquilibre, cette inégalité matérielle. On a beau avoir de bonnes armes mentales, d'écrire de bons livres, avoir de bons arguments, face à un tel différentiel de force entre tout cet appareil médiatique à conditionner. Et nous, et encore vraiment le poids de la télévision, on ne sous-estimez jamais ça, parce que M. Moyen dit « Non, mais moi je ne crois pas à toutes les conneries qu'il raconte », mais bien sûr que si. Son cerveau, il est disponible pour les publicités, mais aussi pour tous les slogans qui sont répétés en permanence. Et il finit par se les attribuer lui-même, le fameux pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas généraliser. Je vous assure que ça finit par rentrer. Ça fait son chemin, et M. Moyen sait que pour être un bon citoyen, de temps en temps, il doit placer une de ces petites phrases typiques du prêt-à-penser. Donc ça fait des dégâts, ça paralyse des populations, ça les empêche ça les prive de souveraineté intellectuelle en quelque sorte, puisque la pensée n'est pas libre, elle est conditionnée par ces épées de Damoclès permanentes, et ça crée des dégâts évidemment énormes. Voilà. Donc bref, j'en termine avec les punaises de lit, elles restent, et je vous rends la parole pour des questions. Merci beaucoup, Monsieur Oberton. On peut l'applaudir pour les propos fabuleux qu'on vient d'entendre. Voilà. Et en même temps, voilà, la parole est ouverte à tout le monde. Donc voilà, monsieur, vous vous présentez, puis vous restez debout, qu'on puisse vous prendre avec les caméras. Je m'appelle Jean-Philippe Dufresne. Je vous ai écouté avec attention et je vous remercie d'être venu en province, parce qu'on était venu à la fête, à l'université d'été de Reconquête, où on a essayé de vous entendre, et c'était difficile parce que c'était un banquet qui était en même temps. Donc là, ça permet de mieux saisir vos propos. Vous dites, et c'est ce qui me gêne un peu, quand vous parlez de l'immigration, que l'administration a favorisé, etc. Mais en fait, on oublie souvent de parler des motivations de tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que vous parlez de Macron, ok, mais pourquoi il fait ça ? Vous parlez de Darmanin, pourquoi il fait ça ?
Vous parlez aussi de l'importance de l'action individuelle, c'est-à-dire qu'on doit avoir un esprit critique, je suis complètement d'accord avec vous, et en même temps, vous finissez votre discours en soulignant bien le pouvoir médiatique de l'influence que les slogans influent dans nos esprits et s'insinuent. Donc quelque part, moi je ne vous demande pas de solution parce que vous n'êtes pas prophète, j'ai bien compris votre position, mais cela dit, je pense quand même qu'au niveau national, on a quand même plus de chances de se faire entendre que quand on est au niveau local. Vous parliez du fait de choisir ses amis, ok, mais souvent c'est pas entre amis qu'on a des problèmes, c'est même dans la famille, et on ne choisit pas sa famille. Voilà. Donc c'était juste cette petite observation que je voulais vous faire. Sinon, bravo, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez évoqué, et je vous remercie beaucoup. Ah mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous sur la famille. La famille, alors il y en a qui adorent gâcher les repas de famille, mais c'est vrai que normalement dans la famille, il y a un petit peu le côté non, on touche pas à ça, surtout si il y a le gendre de Reconquête et les cheveux violets, la France insoumise, là on évite. Mais oui, non, c'est évidemment, ce sont des sujets qui sont toujours assez délicats, qui mettent un peu d'ambiance. Et sur l'immigration, oui, il y a évidemment qu'il y a une demande économique de certains acteurs. On entend beaucoup les restaurateurs dire que vous vous rendez compte, j'arrive plus à exploiter correctement le machin, il m'en faut des nouveaux, du sang frais, etc. Allez vite, signez-moi ça. Mais le problème, c'est qu'un pays il a des intérêts supérieurs, que la France est une propriété collective qui appartient à tous, et qu'on ne peut pas accepter que, je ne sais pas, tel groupe, tel secteur d'activité disent oui, mais nous, on vous impose que cette population-là va être ici. Non. D'autant qu'il y a un déséquilibre quand même, moi qui m'a toujours frappé, c'est-à-dire que le type qui débarque, qui pose ses valises ici, lui, il n'a à aucun moment contribué, comme l'ont fait nos ancêtres, comme nous l'avons fait, en payant énormément d'impôts, nous sommes en France, et il n'a pas contribué à l'incroyable richesse du patrimoine, des services, de tout ce qu'on peut imaginer de ce pays, et pourtant, il devient systématiquement, la dette est effacée d'un coup de baguette magique. Il est là, il a les mêmes droits, donc il en bénéficie tout autant. Ça, c'est absolument anormal. Dans un pays, devrait frapper d'une lourde caution quelqu'un en disant oui, d'accord, mais alors il y a des arriérés à payer quand même si vous voulez venir. Ça permettrait, par exemple, à mon avis, ce serait une mesure à étudier, de juguler un petit peu cette immigration d'intérêt. Et évidemment, c'est pas qu'une question. Évidemment, il y a les aides sociales, mais c'est pas qu'une question d'aide sociale. Le différentiel de salaire est tellement hallucinant que ils ont tout intérêt, quoi qu'il arrive. L'Afrique, petite parenthèse démographique, en l'an 2100 à peu près, on estime qu'il y aura plus de 4 milliards d'Africains, dont une énorme part seront extrêmement jeunes. Et l'Europe, elle, est sur la pente descendante. Si elle ne se casse pas la gueule, c'est justement parce qu'elle est en train de remplacer une bonne part de sa population en pleine dénatalité, en pleine crise climato-existentielle, par des gens venus d'ailleurs. Donc, il y a une pression extrêmement sérieuse qui s'exerce contre la sauvegarde de ce que nous sommes. Et c'est vraiment Zemmour, je pense, a raison de poser ça comme le phénomène politique principal de ces dernières années contre lequel il faut évidemment réagir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de politique, je dis qu'il ne faut pas tout miser sur la politique. Et à mon avis, Zemmour l'a très bien compris, puisqu'il est devenu Zemmour bien avant de lancer son mouvement. Il n'aurait pas pu lancer son mouvement sans le jeu d'influence qu'il a eu à la télé, qui a beaucoup contribué à l'éveil des esprits, avant qu'il se fasse virer à coups de pompe de partout d'ailleurs, puisque ça devenait un petit peu trop juste. Et là, il continue quelque part son rôle. Il se sert de cette tribune politique pour continuer à diffuser les mauvaises pensées, et à nuire à la bien-pensance. Donc c'est très bien qu'il le fasse, mais je ne suis pas convaincu que ce soit suffisant. Et la preuve, les dernières élections, je pense que beaucoup de militants étaient persuadés qu'il allait renverser la table. Et il y a cette réalité qui fait que le troupeau domestique a tendance à se rabattre derrière le maître quand on lui dit attention, regarde, il y a un loup qui arrive aux abords du pré, il est très méchant, il va te faire beaucoup de mal.
Et ce sont des réflexes de sauvegarde. Le retraité se dit, je vais perdre ma retraite, ça va très mal se passer, c'est la guerre civile, c'est affreux. France Info m'a tellement mis en garde que j'ai peur. Et c'est comme ça, et c'est la peur qui vote. Une autre question, ici même, monsieur ou monsieur? Oui, bonjour, Pierre Cambesco. Est-ce que vous ne pensez pas que dans nos civilisations qui sont en perte, il va falloir passer par une phase de violence tant que notre génération ici présente est encore valide? Puisque, bon, vous avez vu qu'il y a un an et demi, déjà, on a fait passer dans les milieux ruraux qu'il fallait rendre les armes, et donc on voit bien que le gouvernement ou les services de renseignement ont bien conscience que ça risque mal tourner. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la phase obligatoire de passer par une phase de violence, comme on l'a fait dans notre pays, comme dans d'autres pays, pour essayer de retrouver la vérité? Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais si on continue, en tout cas, on va faire l'expérience et on aura la réponse. Et là, le problème, c'est que c'est très difficile de prédire si ça va nous être profitable, à qui ça va être profitable. Peut-être que ceux qui ont l'air d'être très préparés ne le seront pas du tout aussi bien qu'ils le pensaient. Peut-être que d'autres vont se révéler. Et effectivement, j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt cette opération qui consistait à collecter les armes des grands-pères, vous voyez, parce que ça peut être dangereux, les enfants peuvent jouer avec, on ne sait pas, peut-être. Et j'ai vu avec quelle docilité le citoyen s'est précipité à sa préfecture ou dans son commissariat, etc., pour faire son devoir en quelque sorte. Et symboliquement, c'est vraiment, je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui en France, quand même, j'ai dit que les lois ne s'exerçaient que contre ceux qui les craignaient, c'est-à-dire le citoyen honnête. Le citoyen honnête, en plus, lui, on lui a toujours très bien expliqué que les armes, c'était dangereux, c'était les tueries scolaires aux États-Unis, etc., etc. Donc comme ça, on les réserve aux méchants. Et ça, c'est assez hallucinant, mais parce que eux, les lois, ils s'en foutent complètement, par définition. Donc vous pouvez interdire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des collectes. Le type qui garde son point de deal, il n'a pas eu un remords, il n'a pas amené sa Kalachnikov à désarmer à la préfecture. Donc eux sont très bien armés, il n'y a aucun souci à se faire. L'État aussi, et le citoyen, par ce désarmement, concède encore plus de puissance à cet État qui est en faillite complète sur la question de notre sécurité. Et ça, c'est quand même vraiment démonstratif, c'est-à-dire que on prétend la violence de l'État légitime, mais contre qui s'exerce encore cette violence concrètement, c'est difficile à dire. Et donc on rend quelqu'un comme Gérald Darmanin responsable de notre intégrité physique. Ça pose vraiment la question de notre état de santé mentale. Je n'appelle pas du tout à des milices, à des machins, tout ça, mais je dis simplement qu'il est normal qu'un citoyen responsable, qui a une famille, qui a des intérêts à défendre, se pose la question. Pourquoi déléguer les pleins pouvoirs sur sa vie à un organisme, super-organisme, qui fait défaut à ce point? C'est assez suicidaire, mais bon. Bonjour. Isabelle Cominoto, militante chez Reconquête. Donc je fais partie de ceux qui attendent ou qui attendaient un messie. Donc j'ai lu pour la première fois un de vos livres, donc c'était Éloge de la force, donc ça m'a fait effectivement prendre certaines décisions un peu liées avec la question précédente notamment. Et je viens de lire Game Over avec attention, et du coup par rapport à ce que j'en ai lu, je me suis posé la question de savoir si vous pensiez que la Ve République et la République tout court étaient toujours la solution pour la France. Moi, la République, j'ai plutôt tendance à parler de l'État et à mesurer tout son degré de nuisance actuellement. C'est-à-dire que toutes les missions régaliennes pour lesquelles, par exemple, la défense des frontières, la gestion de l'immigration, la gestion de la sécurité, je crois qu'on avait ajouté aussi l'éducation nationale, ce sont des échecs complets. Et plus il va s'attribuer d'autres compétences, par exemple l'ingérence dans la culture d'État, là, c'est fabuleux, dans les médias, dans toutes ces productions, il y a une teinte idéologique évidente dans toutes ces entreprises, et elles sont directement nuisibles à nos intérêts.
Donc, au-delà de la question de la République ou de ce genre de... ou quelle administration, quel machin ou quel système, je ne pense pas qu'il existe un système idéal, ça c'est vraiment une illusion, hein. Nous ne sommes pas du tout des animaux idéaux, donc on ne trouvera pas de système idéal pour tout le monde, mais on peut essayer de trouver le moins mauvais possible, comme disait Churchill. En tout cas, pour l'instant, on est dans un système qui est extrêmement mauvais. Ça, c'est une certitude. Et je ne sais pas, je pense qu'il faudrait des simplifications énormes, il faudrait enrayer notre déclin anthropologique, parce que nous sommes, encore une fois, grandement responsables de cette situation. C'est toujours ce que je dis. Oui, critiquer M. Macron, c'est très bien, etc. Mais le complice, par sa passivité de la situation, c'est quand même le citoyen, c'est quand même lui qui est toujours là, et qui continue à regarder sa vie défiler devant les écrans sans réaction à la mesure de la gravité de la situation. Et c'est seule cette réaction populaire, cette réaction forte pourrait changer quelque chose. Et pour l'instant, elle n'a pas lieu parce qu'on est tellement habitué à déléguer nos responsabilités sur autre chose, sur une autre structure, sur un autre espoir, sur un changement quelconque, on a tendance à ne rien faire et à se laver les mains. Donc moi, je n'ai pas de réponse au système idéal. En tout cas, je suis sûr que nous en sommes assez loin. Une autre question à côté de moi, monsieur, si vous pouvez vous présenter. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Serge Martin, je suis adhérent de Place d'Armes depuis la lettre des généraux, et puis j'ai été référent de Reconquête à Lège-Cap-Ferret. Voilà. Alors, j'ai une information et puis une question. L'information, les armes, si vous avez près de chez vous un stand de tir, on peut encore s'entraîner avec une arme. C'est casse-pied, il y a toute une procédure à suivre, mais il est possible de détenir une arme. On n'a pas le droit de la porter. Si jamais on a le malheur de se défendre avec l'arme qu'on possède, on est sujet à énormément de sanctions. Mais on a le droit quand même de s'entraîner au tir. Ça, c'est l'information. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai beaucoup apprécié la trilogie Guérilla. Comment se fait-il, à moins que je sois mal informé, que vous n'ayez pas été écrasé sous les procès, sous les attaques? Alors on voit Laurent Berton, toujours l'écrivain d'hyper-droite, d'ultra-droite, etc. Alors là, tous les qualificatifs y passent, mais apparemment, vous n'avez pas eu de procès, parce que c'est une fiction. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, j'ai même pas eu de procès pour les autres livres, c'est-à-dire j'ai même pas eu de plainte, a priori, personne n'a jamais porté plainte contre moi dans ce pays, donc comme quoi je ne dois pas me comporter si mal. Et je sais pas, alors peut-être que si vous demandez à Émeric Caron, il va dire parce que c'est une anguille, il utilise des termes, il dit pas les choses. Et voilà, donc je sais pas, moi j'ai l'impression que je dis tout ce que j'ai à dire de la manière la plus directe et claire possible, mais qu'à partir du moment où vous ne dites pas, je sais pas, il faut absolument exterminer tel groupe d'individus ou tel machin, enfin, ou des trucs excessifs qui ne correspondent pas du tout à mon raisonnement, je sais pas, on peut toujours s'amuser à essayer de condamner quelqu'un pour une phrase comme ça malheureuse, une blague, un truc, parce que maintenant c'est très tordu, hein, la juridiction là-dessus, c'est une loterie complète. Si vous vous retrouvez, je pourrais très bien demain me retrouver au tribunal, parce que tout à l'heure j'ai parlé des punaises de lit en disant regardez, c'est évident, il y a un amalgame, et donc c'est une incitation à la haine et ce qui porte atteinte à la considération de ces personnes. C'est très possible, et peut-être que si je tombe sur le mauvais juge qui n'aura pas du tout aimé la lecture de Guérilla, eh bien il peut décider que c'est comme ça et que c'est irrévocable et me condamner. Donc pour l'instant, je ne sais pas, j'ai beaucoup de chance, je pense aussi, et pourvu que ça dure, mais je pense qu'il y a aussi l'idée que si on fait un procès et qu'il y a une publicité, on va renforcer l'intérêt pour le livre. Ça peut-être que quand même, je sais qu'ils réfléchissent pas beaucoup, mais de ce point de vue-là, ils ont pu s'en rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure stratégie, surtout si je gagne le procès. Et comme, a priori, encore une fois, mes écrits ne sont pas attaquables juridiquement, normalement, ça doit passer. Avec La Furia, notre revue qu'on a lancée récemment avec Marceau, Papacito, Laura Magnier, là c'est beaucoup moins sûr. On a disons qu'on s'expose beaucoup plus à des ennuis juridiques, mais comme c'est Laura Magnier qui est directrice de publication, ce sera pour sa pomme, et donc ça ne me concerne pas. On peut applaudir Laura Magnier d'ailleurs. Hein. Merci. Voilà. Laurent, on a une question là-bas, le monsieur qui va se présenter, merci. Bonjour Frédéric Guyon, j'ai beaucoup apprécié votre question qui était mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la racine de cette immigration, et j'ai été déçu de la réponse.
Alors peut-être parce que je suis trop complotiste, et justement, vous allez être mon étalon de complotisme. Pour moi, enfin là vous avez répondu, en gros c'est les chefs d'entreprise, c'est un intérêt économique, et ça tombe bien, on paye pas cher. Je ne nie pas ça, ça c'est probablement une réalité très forte. C'était vraiment précisément par rapport à ce qui était dit, oui. C'est qu'il y a une demande. Oui, tout à fait. Et puis on l'entretient par le fait que ceux qui pourraient prendre le poste, mais c'est on vrai les incite pas trop à le prendre. Mais justement, je me pose toujours la question, là, vous parliez de Zemmour, si je me pose aussi la question pourquoi Zemmour, tout comme vous, n'êtes pas allé, je dirais, au cran du dessus. C'est-à-dire que, pour moi, et c'est là où il y a peut-être le complotisme qui dérape, mais quand on lit sur le forum de Davos, objectivement, qu'il faut accueillir les migrants, qu'il faut plus de migrants, qu'il faut plus, je sais pas quoi, d'intégration, de tous ces trucs-là, quand on voit Soros, Open Society Foundation, quand on voit que ce forum de Davos, c'est lui qui tamponne un an avant qu'il soit au gouvernement, les Macron, je l'ai oublié, le Premier ministre anglais, enfin, tous sont tamponnés avant de prendre le poste. Voilà. Et puis quand on voit que l'Union européenne, derrière, il n'y a pas si longtemps, a passé donc un acte, ou je ne sais comment ça s'appelle, qui punit de 20 000 € d'amende tout pays qui refuserait de se répartir les migrants illégaux. Voilà, donc quand on voit tout ça, par migrant, tout à fait. Oui. Mais on nous rassure en nous disant, mais vous inquiétez pas, parce qu'un migrant, de toute façon, vous coûte 50 000 €, donc vous avez tout intérêt, finalement, l'Union européenne vous a fait un cadeau en faisant que 20 000 €, je l'ai entendu. Voilà, donc ma question c'est, est-ce que la racine, pour vous, elle est, et aussi des gens de Zemmour ici, est-ce que si Zemmour n'en parle pas, ou vous, c'est parce que la racine, elle est vraiment française, économique française, ou est-ce qu'au-dessus, il y a toute une machinerie? Mais alors pourquoi est-ce que si la réponse est la machinerie est au-dessus, pourquoi est-ce que les Zemmour et compagnie n'en parlent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas jusque-là? Je pense que Zemmour, quand même, assez. Je suis pas porte-parole de Zemmour, mais quand même, il me semble avoir entendu pas mal là-dessus, sur Davos, la Davocratie, etc. Il reprenait les termes de Renaud Camus à ce sujet, qui est aussi très infréquentable d'ailleurs. Effectivement, ça va bien au-delà du cas de la France. C'est ce que j'avais dit dans la France Big Brother, c'est que c'est un phénomène bien plus qu'européen, qui est plus que continentaux, qui est même occidentaux. Et on a partout ces mêmes élites qui défendent les mêmes intérêts, une coalition assez monstrueuse contre les ultimes sources de résistance à leur triomphe, c'est-à-dire les peuples constitués qui pourraient encore justement présenter une force de résistance. Et il semble que ces élites aient tout intérêt à ce que ces peuples soient, disons, au minimum affaiblis. Ça, c'est une certitude. Après, jusqu'où placer le cran? Moi, encore une fois, j'ai pas... Alors, on parlait de complotistes tout à l'heure, mais souvent, je sais que certains aiment bien imaginer un ennemi extrêmement identifié, extrêmement pensant, extrêmement puissant, pour pas dire tout puissant, une sorte de l'égal de Satan, d'un Dieu qui n'existe plus, et qui contrôle absolument tout, et qui détient tout, et qui décide tout. Je crois qu'il y a un mouvement, ça c'est une manière surtout de se dédouaner de notre propre impuissance en créant comme ça un truc qui nous rassure quelque part en se disant ça va, du moment que c'est pensé, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc fou, irrationnel, donc je préfère encore ça. Ça me va, c'est plus compatible avec ma psychologie. Mais moi, je pense aussi qu'il y a vraiment une grande collusion d'intérêts, de groupes, de machins, que ceux qui pensent réellement, qui planifient très loin les choses, ne sont pas très nombreux, et que voilà, on peut avoir des communautés d'intérêts, que ce soit entre la pire des ONG, SOS Méditerranée, machin et compagnie, le restaurateur qui a besoin qui veut moins de masse salariale, les élites de Davos et compagnie qui veulent liquéfier tout ça, on va avoir des collusions d'intérêts qui dépassent un peu tout. Et évidemment, pour le coup, les militants sans frontiéristes, immigrationnistes, réguliers, machin, sont les idiots utiles de trucs de force qui les dépassent. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne, moi, évidemment, enfin, j'ai rien contre les Européens, et je serais ravi que tous les Européens aient une position commune, mais tant qu'ils ne l'ont pas, l'Union européenne est un énorme problème, puisqu'il suffit qu'un seul pays se dise ben moi j'accueille tout le monde,
pour que tous les autres soient obligés de partager la note. Donc là, ça ne va pas. À un moment, il faut mettre en place des échelons individuels rapidement. Et plus il y a d'échelons, mieux c'est. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout la voie qu'on prend à aucun moment. Et finalement, c'est la société qui se bunkérise. Puisque comme tout est ouvert, finalement on va fermer, la Tour Eiffel sera derrière du verre, les écoles ressemblent avec des miradors et tout ça, c'est complètement délirant, on s'habitue à ça, mais les écoles aujourd'hui, dans certains quartiers, il y a des remparts devant, il y a des portiques de sécurité, bientôt des vigiles. On va vivre dans une métropole sud-africaine parce qu'on n'aura jamais voulu prendre les décisions qui s'imposaient en amont. Merci. Question suivante, c'est le monsieur en jaune. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, et vous présenter. Merci. Avec Place d'Armes 31. Alors nous sommes dans une période morose, pessimiste, on connaît du suicide, mais moi je voulais mettre une touche d'optimisme. Je vais parler de M. Moyen. M. Moyen a reçu comme beaucoup de gens, comme moi, comme d'autres, la lettre pour rendre les armes. Mais les prévisionnels du gouvernement, ils n'ont pas récupéré le quart des armes qui comptaient récupérer. Qui n'a pas... Non, oui, il a eu un petit sursaut parce que qui n'a pas un oncle qui a l'escopette du grand-père dans le placard, qui a le tromblon de tonton Lucien, qui n'a pas retrouvé une grenade dans le seau à charbon. Moi j'ai des amis, ils ont retrouvé des armes par hasard quand ils ont reçu la lettre. Ils se sont dit tiens, moi-même j'ai reçu 3 fois la lettre pour rendre les armes et c'est pas de hier. La première lettre, je l'ai reçue il y a 10 ans. J'étais dans les Pyrénées-Orientales et la préfecture m'avait demandé de rendre une arme parce que je ne faisais plus de tir. J'avais arrêté le club de tir et bon, je l'ai perdu dans les déménagements. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et celle-ci aussi, je l'ai perdue dans les déménagements. Donc je voudrais mettre une petite note d'optimisme quand même. Monsieur Moyen, je pense que le jour où il va arriver quelque chose, aura un sursaut. Il ne restera pas spécialement passif et observateur. Alors, je le souhaite vivement. Et d'ailleurs, dans mes livres, je laisse toujours aussi, je partage toujours cette note d'optimiste, en particulier pour les individus les plus réfractaires, les plus ruraux, qui avaient l'excellente habitude d'accueillir les inspecteurs des impôts à coups de fusil de chasse. Tradition qui s'est un petit peu perdue avec le temps. Maintenant, on parle de forcenés, vous savez. Et bon, il existera toujours, je l'espère, cette flamme. Et on sait très bien qu'on partage... nous sommes là aussi, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas grand monde. Quand je parlais de Jean Raspail, il était seul dans le désert, peut-être avec Jean-Marie Le Pen, il se faisait coucou comme ça. Et il y avait très peu de monde à ce moment-là, il y en avait, mais par rapport à ce que c'est devenu, maintenant il y a quand même des contre-médias, il y a Internet, il y a une contre-information. Disons que, alors c'est long, hein, il y a une inertie énorme, c'est comme le Titanic, vous savez, on essaie de tourner, ça met du temps, c'est la machine, c'est lourd. Et on espère qu'on va y arriver à temps. C'est pas gagné parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans les canaux de sauvetage. Mais voilà, ça existe toujours et j'espère qu'on saura transmettre et entretenir tout ça tant qu'il sera encore temps. Ça, on peut évidemment que le souhaiter. En tout cas, je sais que les forces de l'ordre, pour revenir dans le thème place d'armes, dans les armes, etc., beaucoup que je connais assez ces milieux, beaucoup de personnages qui travaillent dans ces milieux sont évidemment très lucides, ne se voilent pas d'illusions. Eux, le réel, ils en mangent tous les jours à la petite cuillère. Ils épongent les excédents du vivre ensemble, comme je l'ai écrit, et donc ça fait du boulot. Et de plus en plus, c'est-à-dire comme ce nouveau réel va partout, il vient vous voir dans votre service, il vient dans les salles de classe, etc., eh bien, on espère qu'il y a un choc un petit peu anaphylactique qui finira par agacer, par énerver un petit peu l'autochtone. Il a bien besoin de ça parce que moi, je suis assez sidéré hein, quand, je vous l'ai dit, la jeune femme qui a été violée à Cherbourg, dans un pays normal, une affaire comme ça aurait un retentissement considérable. Et là, la France, c'est la réaction, vous savez, la grenouille qui est disséquée, quoi. Ça bouge un petit peu. Monsieur Moyen, quand on appuie dessus, mais c'est à peu près tout. Ça passe. Et le conditionnement des cerveaux, tous les jours, le divertissement fait que, mémoire de poisson rouge, Monsieur Moyen ne se souvient plus de ce qui s'est passé la semaine d'avant. C'est du spectacle.
Et moins on a de mémoire comme ça à long terme, moins on peut réfléchir à ces situations. Donc on court dans la roue et on ignore tout ça. C'est ça qui me préoccupe beaucoup, c'est cette nouvelle donnée qui n'existait pas jadis. Madame, la question suivante, s'il vous plaît, merci. Oui. Bonjour, Chantal Truchesson. Moi aussi, je voudrais parler de ce qui pourrait devenir une arme, c'est-à-dire l'installation des antennes 5G. Alors, ils émettent pour l'instant des ondes tolérables, mais l'intensité pourrait être augmentée et à ce moment-là devenir néfaste pour la population. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire comme les Anglais qui ont démonté ou saccagé toutes les caméras de surveillance et faire pareil pour les antennes 5G? Ou alors, voilà. Vous savez que c'est totalement illégal, ça. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste. Malheureusement, j'ai plein de questions sur les antennes 5G, sur les traits qu'on voit dans le ciel, les machins. Et moi, vraiment, je n'ai pas j'observe les choses à mon niveau. Peut-être que des choses m'échappent et qu'il faudrait des réactions évidemment énergiques et concertées. Mais ça, c'est vraiment pas mon domaine de compétences. Oui, bonjour, Jean-Pierre Mann, je suis multicarte. Je connais Jules Brunet et d'autres. Et tu vois ça dans la salle qui connaît l'art de la guerre de Sun Tzu. Comment il faut procéder. Qui ne connaît pas l'art de la guerre de Sun Tzu? C'est-à-dire, en fait, comment obtenir des effets extrêmement positifs à condition l'art de la guerre et l'art de la tromperie. Donc on ne peut agir qu'en sous-marin, en piratant le système de l'intérieur. Donc parler de la 5G, c'est joli, mais il ne faut pas y aller de front. Voilà, mon opinion, elle est là. Mon opinion est que si vous voulez faire quelque chose d'efficace, il faut être extrêmement discret. Moi, mon beau-père était dans l'assistance, il a fait 14 et 45, et croyez-moi, on ne parlait pas beaucoup. Hein. Bon. Très bien. Ben, oui, alors il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'on peut mourir socialement comme je l'ai fait, ou alors on peut essayer de se dire je vais intégrer le système pour le frapper au cœur, pour lui nuire de l'intérieur. Mais moi, dans ma branche, c'était quand même le journalisme. Et par exemple, Jean-Pierre Pernaut, qui est quelqu'un avec qui je partageais pas mal de constats, eh bien lui, il a joué l'autre carte, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas mourir socialement dès le début de sa carrière. Il a décidé d'aller tout en haut et en se disant peut-être, donc ça lui a pris quand même une carrière d'au moins 40 ans, beaucoup d'investissements, de sacrifices, etc., en se disant que peut-être une fois qu'il serait la TF1 quand même, le journal de TF1 en direct, devant tous les monsieur moyens disponibles, entre deux publicités, il s'est dit que peut-être là il pourrait faire quelque chose d'efficace pour son pays. Alors il a essayé, il a eu des problèmes, il a laissé échapper quelques vérités, et même Jean-Pierre Pernaut a vu qu'il était beaucoup moins fort que la machine, et que tout Jean-Pierre Pernaut qu'il était, on lui a vite fait comprendre: t'es très gentil, mais tu continues à parler du boudin blanc de Rethel, etc., et des spécialités, et tu te mêles un petit peu moins de politique. Sinon, t'inquiète pas, des comme toi, il y en a d'autres. Donc, stratégie inversée, c'est ce qu'on appelle les barreaux de l'échelle. Vous savez, plus on est haut sur l'échelle, plus on se fait mal quand on tombe. Quand on tombe de tout en bas, on sent rien, tout le monde s'en fout. Voilà, ça c'est Marcel au bistrot PMU qui insulte tout le monde. Aucun impact, aucune intention. Donc chacun sa stratégie. Il y en a sûrement des meilleurs, il y en a des... Moi, ce que je préconise, c'est d'aller partout, de laisser aucun secteur libre. Il faut aller dans les kiosques, il faut aller dans les librairies, il faut aller dans les universités, dans la rue. Il faut ouvrir des bars, des machins, des associations, des événements comme celui-là. Il faut multiplier toutes les actions possibles pour accroître la pression, pour montrer qu'il y a un mouvement qui est en cours, qu'il ne faut pas rater, laisser passer l'histoire. Quelque part, nous sommes confrontés à une épreuve qui est sans précédent. Donc nous avons, le mot de chance est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, nous devons être à la hauteur de cette épreuve, comme l'ont été nos ancêtres illustres.
Eux, ils bouffaient du rat dans les tranchées, on n'en est pas encore là. Mais si on attend, ça va finir peut-être dans des conditions encore plus apocalyptiques que celle-là. Donc la bonne nouvelle, pour finir par une note optimiste, c'est que si nous disparaissons, eh bien nous l'aurons mérité. C'est la loi de la nature. Donc félicitations, vous avez joué, vous avez perdu, merci à tous. Et que si nous méritons de survivre, eh bien, tant mieux pour nous, nous aurons surmonté la plus dure des épreuves. Et il n'y a que dans l'épreuve qu'on peut espérer l'accomplissement, la fierté, etc. Donc quelque part, le petit confort quotidien de monsieur moyen qui va dans son métro tous les jours faire son travail stupide et sans intérêt, sa vie qui n'a plus aucun sens, peut prendre tout son sens avec un événement comme celui qui s'annonce. Bien, j'ai une question d'une dame. Il me reste 3 questions. J'ai déjà 3 personnes qui sont prêtes je ne pourrais pas aller au-delà. Merci. Bonjour, Sylvie Mantel. Ici, vous vous adressez à des boomers et vous parlez de boomers quand vous parlez TF1, A2, France 2, etc. Mais la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est sur Internet, elle ne regarde absolument pas la télévision. Or, ils sont endoctrinés d'une manière absolument incroyable. Et je sais de quoi je parle, je suis universitaire. Quand vous pensez que Sandrine Rousseau, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'était la vice-présidente de l'université de Caen. Donc ça vous donne une idée du niveau idéologique et de cet endoctrinement. Donc que peut-on faire vis-à-vis de cette jeunesse ? Alors déjà, il faut la dissuader d'aller dans les sciences sociales, ce qui est l'équivalent du Mordor. Je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est un endroit terrifiant, peuplé de créatures obscures. Enfin, c'est vraiment affreux et j'y ai survécu et je peux vous dire que c'est une sacrée expérience. La jeunesse, évidemment, est particulièrement ciblée par les productions culturelles, par Netflix, cette plateforme de séries. Évidemment, il y a des messages idéologiques omniprésents dans de telles productions. Vous regardez n'importe quelle publicité, n'importe quel spot télévisé maintenant, c'est obligatoire, il y a un casting, il y a un quota, voilà, il faut... tu vends de la purée, très bien, mais tu le fais avec un couple métissé, avec un enfant transgenre, avec un machin et tout ça, et tu verras, ce sera encore beaucoup mieux. Et c'est ce qui fait que la publicité se double toujours de ces messages idéologiques, et c'est valable dans les séries. Et la jeunesse, le problème, c'est c'est vraiment une époque qui est assez géniale, parce qu'on a l'impression qu'on est hyper rebelle quand on est dans le conformisme le plus épouvantable. Et ceux qui vont en sciences sociales, en sociologie, machin, et qui soutiennent Sandrine Rousseau ont réellement l'impression de se rebeller contre l'ordre établi, alors que ce sont peut-être les plus fervents des moutons du troupeau. Et ça, ce sont les chiens de garde du truc, et c'est toujours assez stupéfiant. Mais ça fonctionne, donc on sait bien que ces années d'oisiveté perdues dans la première année de licence de sociologie déboucheront sur de bons petits administrateurs qui ne seront pas remis en question, ne se seront pas posés des questions sur leur vie, sur ce qui se passe, de géopolitique profonde. On leur a dit « soyez éco-anxieux, ça suffit, vous allez badigeonner des tableaux de peinture et c'est bon, vous avez votre conscience citoyenne pour vous ». C'est très facile quelque part à adopter, c'est la morale qui paye, c'est la morale qui gagne. Quand on fait ça, on est un bon citoyen. Donc pas besoin de chercher plus loin et de se mettre en danger en remettant en cause ses certitudes. Donc c'est difficile de lutter contre ça, c'est pour ça qu'il faut proposer, il ne faut pas abandonner la jeunesse, il ne faut pas seulement parler aux intellects les plus aiguisés, il faut aussi offrir à cette jeunesse une offre alternative, une offre de puissance, une offre crédible qui puisse justement la soustraire à ces sphères d'influence qui sont vraiment abominables et extrêmement puissantes et installées dans notre pays. C'est très difficile, mais je pense qu'on peut le faire. On a des moyens de communication nouveaux, on a beaucoup de jeunes talentueux, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Donc c'est à nous de trouver, encore une fois, des armes à la hauteur du combat qu'on doit mener. Alors, 2 questions qui restent, monsieur, et ensuite monsieur. Voilà, merci. Oui, Frédéric Guyon, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez une interprétation ou une explication au fait que ceux qui se disent patriotes, et j'ai aucun doute qu'ils le sont, donc les têtes d'affiche, Philippot, Asselineau, Zemmour, Dupont-Aignan, tous ces gens-là, qui ont tous beaucoup plus de qualités que de défauts, sont à une rare exception près, incapables de se parler, de s'entendre, et
Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop tôt et qu'il vaut mieux aller récupérer un peu partout et ensuite on se met ensemble? Est-ce que ce sont des égos qui font que c'est foutu? Ou une troisième hypothèse qui me rendra le sourire? Alors, on a évoqué cette question lors du déjeuner tout à l'heure. Vous dites, non, c'est en Belgique qu'on dit dîner. Je m'y perds un petit peu. Le midi, le déjeuner. C'est ça. On a évoqué cette question-là parce que c'est vrai qu'à droite, en général, à droite d'Alain Juppé, disons, les individus ont plutôt ce réflexe de « Ah ouais, t'es gentil, mais tu voudrais qu'on fasse un truc ensemble, c'est-à-dire toi et moi, on s'associe ?» Ben non, parce que moi, toi, c'est pas possible. Et à gauche, il y a un réflexe de masse, de collectif, de dire on est ensemble, machin, on a tous les mêmes idées. Il n'y a aucune valeur ajoutée entre le discours de Louis Boyard et de n'importe quel punk à chien, c'est pareil, les mêmes. Mais ça crée une force puissante de réaction face aux têtes mal pensantes qui dépassent. Et de l'autre côté, alors vous avez des types qui font des scores à 0,002%, etc., mais qui sont, c'est vrai, parfaitement incapables de se dire qu'à un moment, il y a un intérêt supérieur, il y a quelque chose qui doit dépasser tout ça. Et pour des questions de petites, vraiment des pinaillages idéologiques assez terribles, de dire oui, mais lui, il a dit ça un jour et machin, et on a l'impression les querelles des familles corses, et on n'en sort absolument jamais. Et c'est vrai que c'est pas à la hauteur de la situation, et nous on essaie de surmonter ça. C'est pour ça qu'on a lancé La Furia, cette revue où c'est l'idée de s'associer. Et on ne dit pas au type qui rentre, oui, mais attends, est-ce que tu es catholique ou anticatholique? Est-ce que tu es libéral ou antilibéral ou machin? Qu'est-ce que tu penses de... Non, on se dit, il y a quand même une urgence, une situation d'urgence, il y a des choses qui nous rassemblent absolument, et il faut qu'on reste sur ces points de convergence pour avoir beaucoup plus de force et d'impact. Parce que si on continue chacun à se dire c'est moi seul qui sauverai le monde avec mes 0,0001%, ça ne marchera pas et on sera ridicule. Mais c'est un problème, je pense, vraiment lié au côté individualiste de droite. Moi, je suis de droite, je suis un petit peu aristo, etc. Donc, les machins communs, c'est pour les gauchistes et je touche pas à ça. Et voilà. Il y a un petit côté panache à la française, si vous voulez. C'est-à-dire, on fait une belle charge de cavalerie, on va perdre, mais c'était beau quand même. C'est un peu ça. Docteur Agré, s'il vous plaît, merci. Bonjour, donc Denis Agré. Bon, aussi, je suis médecin. Et aussi, je m'intéresse à ce qui est écrit, pas que dans les médias. Alors, vous avez cité les traits blancs dans le ciel. J'ai sensibilisé Jean-Pierre Fabre-Bernadac juste avant, parce que si vous sortez, si vous ne connaissez pas ça, et c'est aussi une information, peut-être pas que pour les jeunes, mais aussi pour les boomers, comme vous disiez, c'est que c'est des faits. Et je vous cite juste un livre d'un académicien qui s'appelle Éric Orsena, qui a écrit un livre qui s'appelle « La terre a soif ». Et il se trouve que le bouquin, il est chez les parents. Et page 13 de ce livre, Éric Orsena parle de la pollution de l'eau pendant les guerres, et ils se servent de la peur pour ça, mais c'est plus que de la peur, c'est des faits, et c'est lui qui l'écrit, et il écrit « Sans oublier l'ensemencement des nuages en iodure d'argent, afin qu'il pleuve sur l'ennemi ». Alors si vous n'avez pas ce que c'est que iodure d'argent, allez lire sur Google, allez lire dans des revues comme Le Point qui parlent de l'ensemencement des nuages, et posons-nous la question, et je vous invite, puisque vous êtes largement plus médiatisé que moi, à aller enquêter et à en parler, y compris sur Twitter, pour dire, et moi j'attends que l'aviation civile dénonce ça, pour que les avions, et là vous pouvez sortir, tout à l'heure, avant qu'on mange, il y avait au moins une dizaine de traits dans le ciel, et juste après le repas, tout ça, ça s'étale dans le ciel. Et très probablement, ça participe au réchauffement climatique qu'on voudrait nous faire croire comme étant la fin du monde. Mais le problème fondamental, c'est que si on nous balance réellement du iodure d'argent, il est grand temps de reposer ces avions au sol et qu'on laisse la Terre respirer. Tout ça, ça vient d'un scientifique qui passe sur France Inter, qui s'appelle Jean Covici, qui vous dit on a dépassé le taux de CO2 au mois de mai. Et dans ses conférences que j'ai vues en 2021, il dit oui, on a la possibilité de refroidir la planète en balançant des choses dans le ciel. Et c'est des propos qui sont extrêmement graves. Et moi, j'attends qu'on nous rende la parole dans les médias. Et merci, Madame la maire, d'être là. Et merci aux élus qui prennent position aujourd'hui. Ce qui manque fondamentalement dans cette nation, c'est que les députés dénoncent des choses factuelles
Et une des choses que j'ai dénoncées, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est les effets indésirables des vaccins du Covid, qui reste aujourd'hui quelque chose sur lequel on est totalement décrédibilisé. Donc merci, mais est-ce que, juste merci pour vos applaudissements, est-ce que vous pouvez vous intéresser à ça et aller le sourcer? Parce qu'en fait, plus on est nombreux à dénoncer des choses qui sont factuelles, et c'est pour ça que je vous cite le livre d'Éric Orsena, La Terre a soif, page 13, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, vous allez à la FNAC, vous ouvrez page 13, vous prenez en photo, et Orsena, c'est un pote du président, hein, c'est lui qui l'a mis en place en 2017, mais quand il vous dit on balance du iodure d'argent sur l'ennemi, qui est l'ennemi? Et j'ai posé la question sur Twitter, aujourd'hui on ne m'a pas répondu. Alors si c'est le peuple français, franchement, il y a un gros problème. Et moi, j'ai des enfants, je tiens à vivre avec de l'eau saine, parce qu'on a des ruisseaux en France de partout, et on nous empêche de boire de l'eau potable, et ça, c'est gravissime. Merci. Alors, vous me donnez l'occasion en or de revenir sur un passage de mon dernier livre, donc raisonnablement sexiste, restez raisonnable, où j'aborde la question, vous savez, on appelle ça la déconstruction de nos jours des hommes, puisqu'on a essayé de faire en sorte que les femmes soient des hommes comme les autres. Maintenant, ça n'a pas trop bien marché, donc on s'est dit on va faire le chemin inverse. Enfin, ces messieurs vont faire le chemin inverse. Et alors, c'est en bonne voie. Et les scientifiques constatent qu'il y a de plus en plus de troubles, effectivement, de situations intersexuées, de ce qu'on appelle les troubles du genre, etc. De manière générale, des troubles hormonaux dans ce pays. Et on s'est aperçu qu'ils étaient aussi fortement liés, c'est pas que parce que Netflix existe, mais aussi parce que les os comportent des quantités alarmantes d'œstrogènes qui proviendraient des pilules dégradées, etc. Et que ça a un effet, on l'a constaté sur beaucoup d'espèces vivantes, ça a un effet sur les êtres humains aussi. Et tous les perturbateurs, vous savez, le style bisphénol, tous ces machins-là qui sont présents en quantité monumentale dans les plastiques, dans les objets de la vie courante, ont un grand impact sur notamment les femmes enceintes et sur leur progéniture. Et on constate beaucoup de troubles de la sexualité, l'orientation sexuelle, etc. Depuis quelques décennies. Une baisse très préoccupante des niveaux de testostérone chez les populations masculines, qui se traduisent, hélas, assez bien quand vous allumez votre téléviseur et que vous regardez les séries à la mode. Et voilà, on constate qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus très bien et qui prend réellement des proportions. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces questions qui sont vraiment majeures pour l'équilibre de vie des individus, la santé mentale des populations, soient quasiment ignorées. C'est-à-dire, on va vous parler vite fait des perturbateurs, mais personne ne sait au juste, oui, bon, quoi, t'as un peu plus de cancer qu'avant. Mais non, ça a des conséquences vraiment beaucoup plus importantes. Les hormones, c'est vraiment tout ce que nous sommes au quotidien, nos humeurs, notre mentalité, etc. Et le fait que rien ne soit fait de manière énergique contre ça, par les autorités comme par les médias, est vraiment quelque chose de très préoccupant. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Laurent Oberton, président.